Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle session des webinaires Appel à projet du pôle systématique. Ce rendez-vous mensuel qu'on vous propose pour vous présenter donc les appels à projets du moment qui peuvent intéresser les membres du pôle systématique sur les thématiques les plus appropriées pour vous. Ce webinaire est comme d'habitude enregistré. Vous pourrez accéder au replay juste à la fin, dès la fin du webinaire, vous pourrez assister au replay et accéder aux slides de la présentation. Et c'est interactif, vous pouvez poser vos questions. Il y a un onglet, alors attention, il y a un onglet chat pour échanger et un onglet questions pour bien qu'on puisse identifier les questions. Donc, pensez bien à les mettre dans l'onglet questions et non dans l'onglet chat. Voilà, pour le programme, pas mal d'appels à projets pour cette session. On a un appel à projet évaluation des dispositifs médicaux, un appel à projet IA embarqué, un appel à projet réseau de télécommunications, solutions souveraines. L'AMI soutien de l'offre de solutions pour l'industrie du futur. Atos nous présentera son projet EcoEdge to Cloud Continuum pour lequel ils ont besoin de partenaires, et l'IRT Systemix et Lynx présenteront les programmes partenariaux Digital Infrastructure and IoT. Juste un petit rappel, donc je suis Johan Doz, responsable du service innovation de Systématique Paris Région et également coordinateur du Hub Data Science and Artificial Intelligence de Systématique. Les coordinateurs de chacun des hubs et enjeux de Systématique sont à vos côtés à la fois pour vous présenter ces appels, mais aussi pour vous accompagner si vous voulez déposer des projets sur ces appels, que vous recherchez des membres, que vous avez besoin de faire expertiser votre dossier. Le pôle est là pour labelliser vos projets. C'est-à-dire qu'on va on va nommer un expert qui va regarder votre projet. Tout le comité qui accompagnera l'expert vous fera des retours sur votre projet et vous aidera à l'améliorer. Et le pôle pourra, si le projet est de qualité suffisante, labelliser votre projet et ainsi lui permettre d'obtenir plus facilement des financements. Et je commence directement avec cet appel à projet évaluation du bénéfice médical et ou économique des dispositifs médicaux numériques ou à base d'IA. C'est un nom un petit peu long, mais en gros, c'est un appel qui porte exclusivement sur l'évaluation des dispositifs médicaux dans lesquels on a intégré du numérique ou de l'IA. L'appel à projet est bien séparé dans les deux catégories. D'un côté, ceux utilisant du numérique et de l'autre côté de l'IA, mais en tout cas, les deux sont possibles. Et cet appel ne finance pas du tout le développement technologique algorithmique ou d'apprentissage sur des nouvelles données pour améliorer ces dispositifs. Vous avez déjà ce dispositif médical, il existe, soit il est sur le marché, soit il va bientôt l'être, et vous voulez l'évaluer, que ce soit médicalement ou d'un point de vue économique. Par dispositif médical, on entend tous les dispositifs médicaux, mais sont cités notamment dans cet appel aussi les dispositifs médicaux implantables actifs et les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. La composante numérique, évidemment, doit être prépondérante dans cet appel, dans les projets que vous allez soumettre, les dispositifs que vous allez évaluer. Et si le projet, si votre dispositif n'est pas encore sur le marché, il faut bien démontrer que la mise sur le marché à l'horizon de la fin de l'étude va être possible. Et s'il est déjà sur le marché, il faudra avoir obtenu un marquage CE et ou FDA. Cet appel se clôt le 2 mars 2022. Les projets qui vont être soumis peuvent être soit monopartenaires, soit collaboratifs.
Dans le cas d'un projet monopartenaire, il devra être porté par l'établissement qui s'occupe du développement du dispositif, évidemment. Dans le cas d'un projet collaboratif, on peut avoir un consortium de maximum 3 partenaires, avec au moins un établissement de santé et toujours évidemment l'établissement qui s'occupe du développement du dispositif, et c'est d'ailleurs cette entité qui sera porteur du projet. Cet appel à projet est ouvert à tout type de partenaires publics et privés pour ces trois partenaires, et les dépenses du projet doivent être situées entre 200 000 € et 5 millions d'euros sur 1 à 4 ans. Et donc, je vous l'ai dit, 2 mars 2022, la clôture de l'appel, il y a une seule relève, c'est au 2 mars, donc vous pouvez soumettre dès maintenant, mais ça sera relevé le 2 mars. Voilà pour ce premier appel. Je rappelle que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans l'onglet « Questions ». Et je passe tout de suite au deuxième appel que l'on a toujours sur l'intelligence artificielle. Oui, je n'ai pas précisé, mais le premier, ces 2 appels sont liés à la stratégie d'accélération, et donc au plan de relance. Donc le premier, c'était dans la stratégie d'accélération santé numérique, et c'était très lié au grand défi amélioration des diagnostics médicaux par l'IA. Ce deuxième appel est lié à la stratégie d'accélération en intelligence artificielle, et c'est donc l'appel maturation technologique et démonstration de solutions d'intelligence artificielle embarquées. Alors là, il y a 3 relèves, en janvier, en juin et en octobre 2022, donc c'est tout au long de l'année. Et ça vise à soutenir les innovations matérielles et logicielles liées aux applications d'IA embarquées, depuis leur conception jusqu'à la démonstration de leur efficacité en situation réelle. Et pour ça, il se compose en 2 volets. Il y a un peu 2 appels dans l'appel. C'est-à-dire que le premier volet, c'est le volet A, c'est quelque chose de plus opérationnel. Ça vise le déploiement de solutions basées sur l'IA embarquée dans des produits et procédés industriels de tout secteur. Donc là, il faut avoir un business model solide prévu derrière, et quelque chose de bien testé et robuste. Mais il y a aussi le volet B qui est plus amont, qui permet la maturation technologique d'architecture et plateformes matérielles dédiées à l'IA embarquée. Ce n'est pas le même TRL qui est attendu, et si on compare les 2 volets, on a donc ce volet A, démonstration, donc démonstration d'une fonctionnalité d'IA embarquée au sein d'un système ou d'un produit final. C'est un projet forcément collaboratif, avec une enveloppe de 4 millions d'euros, avec un TRL de fin de projet qui est de l'ordre de 6 à 8. Donc, vraiment pour aider ce qui va être sur le marché. 8, c'est assez élevé pour des projets de ce type-là. Le volet B, donc plus amont, comme on le disait, le volet maturation, avec le développement d'architecture ou de plateformes hardware dédiées à l'accélération d'IA dans les systèmes embarqués. Là, ça peut être collaboratif, mais ça peut être aussi monopartenaire, si on veut vraiment développer une technologie de notre côté, en allant profondément sur ce domaine. Et là, dans ce cas-là, c'est toujours 4 millions d'euros de plafond pour cet appel dans le cas d'un projet collaboratif, mais dans le cas où on serait monopartenaire, évidemment, c'est plus bas, mais on a quand même 2 millions d'euros pour un projet monopartenaire, et évidemment un TRL plus bas puisque c'est de la maturation. Ça doit être supérieur à 5, supérieur ou égal à 5, donc au moins 5 pour le TRL sur cette partie maturation. Je vais vous détailler un petit peu chacun de ces 2 volets. Donc là, je reviens au volet A, plus opérationnel, déploiement de solutions basées sur l'IA embarquée dans des produits et procédés industriels de tout secteur. Donc je l'ai dit, des projets collaboratifs, 2 à 3 ans. Le but, c'est à la fin, on a un démonstrateur qui met en œuvre de l'IA au sein d'un système embarqué et qui est dédié à un cas d'usage clairement identifié. Donc là, vraiment, le cas d'usage est crucial dans ce volet. C'est non seulement on a la techno, on a le système, mais en plus, on sait dans quel cas on va l'utiliser et quel business, du coup, on va faire derrière avec, puisque du cas d'usage va
probablement dérouler le business case. Les travaux doivent avoir pour finalité de valider l'intégration de nouvelles offres technologiques dans des produits ou procédés finaux en vue de leur mise sur le marché. Et ils devront démontrer une capacité à intégrer amont et aval de la chaîne de valeur, matériel et logiciel, et ainsi avoir pour effet de favoriser l'adoption des nouvelles technologies au sein des industries d'application. Donc c'est ce que je disais, c'est très opérationnel. Et dans les exemples qui sont indiqués dans le cahier des charges, on a par exemple l'intégration dans un système embarqué de composants hardware, d'outils logiciels pour de l'IA en local. On a aussi un aspect optimisation de la puissance de calcul et de la consommation énergétique pour de l'IA en embarqué, avec un travail un peu sur toute la chaîne, sur les composants, sur les circuits, sur les interconnexions, sur les couches logicielles ou les algorithmes. Il y a vraiment, tout est traité pour arriver à cette optimisation de la puissance de calcul et de la consommation énergétique. Et qui est quand même un axe important en France. Le troisième point, IA fiable et explicable dans les systèmes embarqués critiques, tant au niveau du matériel que des logiciels. C'est indiqué dans le cahier des charges, donc il y aura un intérêt sur cette partie-là. Alors, concernant, je vois une question... sur l'AP maturation techno et démonstration de solutions d'IA, est-il nécessaire que l'IA soit embarquée sur le hardware ou peut-elle être déportée sur le cloud, le hardware faisant l'acquisition et l'application de commandes? Alors, en général, c'est quand même en local que ça va être intéressant d'avoir les travaux ici. On verra dans la partie maturation, il détaille un peu plus. En tout cas, il y a un des exemples qui parle de Edge aussi, mais vraiment l'idée de cet appel IA embarqué, c'est justement de pouvoir avoir une IA qui fonctionne sans avoir besoin d'utiliser nécessairement le cloud. Donc le volet B, maturation. Donc là, ce sont des appels, ce sont des projets soit individuels, soit collaboratifs, comme j'avais indiqué, mais à plus longue échelle, c'est-à-dire de 3 à 5 ans. Et là, le but, c'est la validation de l'application en embarqué ou en périphérie de modèles d'apprentissage machine sur des architectures matérielles particulièrement avancées, notamment neuromorphiques. Donc voilà, il y a l'embarqué, il y a l'edge. Par contre, le cloud, c'est autre chose. Et les exemples qui sont indiqués, alors je ne vais pas forcément tous les passer, mais donc là, il y a pas mal, sur cette partie maturation, il y a pas mal de sujets qui vont intéresser la plupart des hubs de systématique. Hein. On travaille sur l'architecture des composants, l'accélération d'algorithmes d'apprentissage. Il y a évidemment le neuromorphique, là, qui va très intéresser le hub Data Science and Artificial Intelligence, les réseaux de neurones impulsionnels, toutes ces méthodes un petit peu, c'est toutes ces techniques qu'on a pu voir dans pas mal d'événements et notamment des clubs DSAI. On a eu pas mal de présentations. Il y a un travail sur les plateformes matérielles qui peut être attendu. Il y a de la co-ingénierie, l'efficacité énergétique, évidemment, qui est un gros sujet de l'IA embarqué. Système d'accélération d'IA basé sur du hardware open source, donc le hub open source peut être intéressé de ce côté-là. Et puis du côté optics and photonics, les composants optiques, les circuits intégrés photoniques pour l'IA sont également des sujets importants. Donc, n'hésitez pas. 26 janvier, c'est la première relève, mais il y aura une relève aussi le 1er juin et le 5 octobre. Les aides sont de 40% pour les petites et moyennes entreprises, 30% pour les grandes entreprises. Pour les laboratoires, c'est du 100% des coûts marginaux ou 50% des coûts complets. Et il y a quand même une partie subvention, une partie avance remboursable, la subvention étant de 60 à 75% de l'aide
selon qu'on est dans démonstration, enfin dans le volet A, démonstration, ou le volet B, maturation. Petit warning, parce qu'on a pas mal d'appels, enfin de projets, de propositions de projets où on voit les grandes entreprises qui arrivent avec un petit montant. Ce n'est pas possible dans cet appel. Là, vraiment, on attend une grosse participation également des entreprises. Donc, les grandes entreprises ne pourront pas être aidées à moins de 500 000 €. Donc, c'est vraiment une forte implication qui est attendue. Voilà. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, je répondrai dans le chat et je peux céder la parole à Nina De Vincentis, coordinatrice du Hub Digital Infrastructure and IoT. Merci Johan, bonjour à tous. Je vais vous donner moi quelques informations sur l'appel à projet relatif à la stratégie d'accélération de la 5G et des réseaux télécoms, aussi appelé Solutions souveraines pour les réseaux de télécommunications, qui est un appel à projet qui fait suite à l'AMI Solutions souveraines pour les réseaux de télécommunications de BPI France, qu'on avait déjà vu cette année. Donc cet appel à projet est ouvert jusqu'au 8 juin 2022, sauf si d'ici là l'enveloppe budgétaire est épuisée, avec différentes dates de relève. Pour vous restituer le contexte de l'appel à projet, c'est un appel à projet qui s'inscrit dans le cadre du PIA 4, et donc notamment la part qui est financée par l'Union européenne, dont les objectifs sont de développer la compétitivité, la transition écologique et le caractère souverain de nos modèles d'aujourd'hui. Et ça s'inscrit également dans le cadre de la stratégie d'accélération de la 5G, et notamment de deux axes, le 2 et le 3, donc sur le développement de solutions françaises et la consolidation des forces de recherche et de développement pour les futures technologies de réseau. Donc, en découle du coup des objectifs de développement de solutions souveraines. Il faut que ça puisse encourager l'industrie française à maîtriser ces technologies-là de bout en bout, à soutenir l'innovation dans les secteurs clés du pays, donc comme l'industrie 4.0, la mobilité connectée, la santé, le diversifiement et l'agriculture notamment. Et donc, dans le cadre de la stratégie d'accélération de la 5G, les objectifs, c'est aussi de renforcer la compétitivité, comme on disait, de développer des emplois sur la filière, et de permettre le développement du logiciel, notamment par la virtualisation des réseaux qui est rendue possible. Les types de projets qui sont attendus dans le cadre de cet appel à projet-là, donc des projets avec une composante innovante comme habituellement, mais pour développer du coup des produits ou des services qui pourront être mis en œuvre à l'échelle industrielle, et donc des projets qui pourront impacter, avoir une valeur ajoutée à l'échelle française ou européenne. Ça peut être des projets pour le développement de solutions souveraines, comme on disait, donc des solutions sécurisées et fiables sur n'importe quel type d'équipement télécom, du logiciel, du matériel, du service, du réseau d'accès, le réseau cœur, pardon, les nouvelles techno type edge computing, les réseaux privés, par exemple. Ça peut être également des travaux R&D pour anticiper l'arrivée de la 6G, en travaillant notamment la virtualisation des réseaux, les réseaux d'accès, le edge computing, la question de la performance énergétique liée au réseau, la sécurité des réseaux, l'intégration de l'IA dans ces nouvelles technologies-là, et le traitement de la connectivité hétérogène et de l'interopérabilité des IoT, par exemple. On peut aussi pouvoir proposer, dans le cadre de cet AAP, des projets qui développent des compositions radiofréquences pour la 6G, ou alors des projets qui sont vraiment spécifiquement axés sur la création de réseaux plus sobres énergétiquement. De manière générale, ce sont des projets qui sont de tout type de maturité, de tout niveau, et il faut cependant que ce soit le développement, que ce soit un projet qui participe au développement de la filière française sur les réseaux télécoms, avec des travaux, comme je le disais, qui vont créer de la valeur soit à l'échelle française, soit à l'échelle française et européenne. Ça peut être des projets soit monopartenaires, soit en consortium. Pour les projets monopartenaires, on attend une durée de 18 à 36 mois. Pour les projets en consortium, une durée de 3 ans. Ça doit être un projet qui doit être porté par une entreprise et qui va intégrer au moins une PME ou une ETI, sachant qu'ils indiquent un nombre de 6 partenaires maximum pour ces projets collaboratifs. Et donc des projets d'envergure de plus de 2 millions d'euros, avec un seuil qui est abaissé à 1 million pour les projets monopartenaires qui sont portés par une TPE ou une PME.
Et un des critères, c'est également de ne pas avoir de coût qui est déjà financé par un autre type de financement européen. Les critères de sélection dans le cadre de cet appel à projet sont ceux qu'on peut retrouver sur les appels à projets habituels, donc pouvoir justifier du caractère innovant de la solution ou du produit, pouvoir justifier de la pertinence du projet par rapport aux objectifs, démontrer l'impact socio-économique et les retombées du projet, donc pouvoir démontrer la pertinence économique et scientifique du projet, et avoir des travaux qui sont réalisés en France et non engagés avant la demande d'aide et donc le dépôt à cette AAP. Il y aura une attention particulière portée sur la transition écologique, comme on peut le voir de plus en plus dans les appels à projets. Sur celui-ci, ce sera vraiment un critère spécifique. Si vous avez un projet qui peut démontrer des impacts plutôt positifs pour l'environnement, ce sera un plus. Et à minima, il faut qu'il puisse respecter le principe DNSH du règlement européen, et donc à savoir que le projet ne doit pas avoir de préjudice majeur pour l'environnement. D'un point de vue taux de subvention et type d'aide, donc ça va être une part de subvention et une part d'avance récupérable, avec la part de l'aide attribuée pour la subvention qui sera de 60% pour les projets dits de développement expérimental et 75% pour ceux qui sont dits de recherche industrielle. Là, vous pouvez aller lire tout le détail dans le cahier des charges qui vous explique très clairement si votre projet va faire partie de la case développement expérimental ou recherche industrielle. Comme pour l'appel à projet précédent présenté par Johan, pour les grands groupes, il n'y aura pas d'aide accordée en dessous des 500 000 €. Donc, sur les projets de recherche industrielle, ça peut être un montant d'aide attribué entre 50 et 70% en fonction de la taille de l'entreprise. Pour le développement expérimental, entre 25 et 45%. Et comme habituellement, 100% des coûts marginaux qui sont pris en charge pour les organismes de recherche. Vous avez également du coup détail de tous les montants et des pourcentages d'aide accordés dans le cahier des charges. Comme je vous le disais, il y a différentes relèves. La prochaine, c'est le 17 décembre 2021. Il y en aura donc 2 autres jusqu'à juin. Le processus, comme habituellement, c'est de déposer votre dossier sur l'extranet de BPI France. Puis après, en cas de présélection, vous êtes convié à une audition. Puis après, il y aura une instruction approfondie qui permettra d'avoir la décision finale. Il y a indiqué dans le cahier des charges un délai d'instruction indicatif donc de 4 mois pour les projets monopartenaires et 6 mois pour les projets collaboratifs. Et du coup, vous pourrez retrouver sur cette slide-là l'adresse de BPI France à contacter en cas de question, et puis le lien vers notamment le cahier des charges et le dossier de candidature pour ceux qui souhaitent déposer un projet à cet appel. Et je laisse la parole à Soumaya pour le prochain AAP. Merci Nina. On va poursuivre la présentation par un appel à projet qui est opéré par la BPI sur les partenariats en innovation franco-allemand. Cet appel à projet a été lancé le 1er juillet dernier et il se clôture le 31 janvier 2022. Cet appel à projet vise à encourager les collaborations entre des entreprises françaises et des entreprises allemandes pour proposer des projets à fort potentiel d'innovation et aussi accompagner les développements de nouveaux produits, de nouveaux services et de nouveaux process industriels dans les perspectives d'industrialiser à la fin du projet les produits ou services en question. Donc sur ces appels à projets, parmi les critères d'éligibilité, c'est d'avoir dans le consortium au moins une entreprise française et une entreprise allemande de type start-up, PME ou ETI. Donc c'est pas ouvert aux grands groupes. Pour les entreprises françaises qui souhaitent répondre à cet appel à projet, il est conseillé avant de contacter la BPI à l'adresse suivante, à l'adresse internationale InnoProject, pour vérifier à la fois l'éligibilité des projets et en fonction de ce que vous souhaitez
proposer comme projet, recevoir les bons dossiers de candidature. Alors, je prends une question directe. Bonjour, les entreprises allemandes sont-elles soumises à la même restriction de taille sur les entreprises françaises? Les entreprises allemandes, normalement, sont soumises exactement aux mêmes critères. Ce qui diffère, c'est les financements. Les entreprises ne sont pas forcément financées de la même manière, qu'elles soient françaises ou allemandes. Donc les critères changent un peu sur les taux de subvention et le taux d'aide accordée. Donc je disais sur les projets attendus, donc des projets avec un consortium au minimum, une entreprise française, une entreprise allemande. Ça n'exclut pas d'avoir des partenariats avec des partenaires académiques dans le cadre du projet. Ils ne peuvent pas être coordinateurs du projet, ils peuvent être partenaires ou sous-traitants de l'un des porteurs, soit allemand, soit français. Donc ces projets collaboratifs franco-allemands doivent mettre en avant à la fois la pertinence du savoir-faire de chaque partenaire, la complémentarité entre les deux et en quoi la collaboration va donner plus de réussite en termes d'accès à des infrastructures en R&D, en termes de commercialisation et d'impact économique dans les deux pays. Donc, c'est des projets qui ont pour durée 3 ans maximum et un équilibre entre la contribution de chaque partenaire dans le consortium doit être respecté. Dans un consortium avec seulement 2 partenaires, la limite de 70% d'implication au mois doit être respectée au maximum pour chaque partenaire. On ne peut pas porter plus de 70% d'implication dans moi dans ce partenariat. Et quand on est dans le cadre d'un consortium avec plusieurs partenaires, toujours respecter la limite des 50%. Donc, peut-être un dernier mot, j'ai donné les critères et les projets attendus du côté français. Les règles et les taux de subvention du côté allemand sont fédérés par le ministère de l'économie allemand et il est conseillé aux entreprises allemandes de se référer aux critères de leur ministère. Donc, deuxième dispositif, c'est l'AMI soutien à l'offre solution industrie du futur. Donc, cet AMI a été lancé dans le cadre du plan France 2030. L'AMI se clôturera le 17 décembre prochain. L'objectif est de construire une offre globale de solutions, d'offreurs de solutions pour l'industrie du futur qui répondent à des enjeux de développement de filières, de filières marché, des filières qui utilisent les solutions en question. Donc, l'objectif est de positionner la France sur des segments technologiques stratégiques comme l'IA, la 5G, la blockchain, le cloud et d'encourager tous les projets qui vont proposer des offres dédiées à des nouveaux usages industriels ou à l'intégration de ces usages dans des filières stratégiques. Une attention particulière est portée pour tous les projets qui visent et qui encouragent la décarbonation de l'industrie. Donc, cet AMI vise à collecter des propositions de projets qui soient des projets d'investissement, d'industrialisation, des projets monopartenaires ou des projets collaboratifs qui vont associer à la fois des offreurs de solutions et des utilisateurs et qui vont aussi développer de nouvelles briques technologiques qui facilitent à la fin des projets, l'intégration et l'utilisation de ces technos. Les projets de plateforme d'excellence sont également acceptés avec des critères précis sur le portage de ces projets-là. Donc, sur l'AMI, offre de solutions pour l'industrie du futur, on peut répondre soit en monopartenaire, soit en projet collaboratif avec plusieurs entreprises. On peut aussi intégrer des partenaires académiques dans le cadre des projets.
Et pour les projets de plateforme d'excellence, un organisme de recherche ou assimilé, type par exemple CEA, peuvent porter ces projets de plateforme d'excellence et ils peuvent également s'associer à des associations ou des organismes tels que le CETIM ou le GIFAS par exemple, et qui sont des acteurs clés sur les transformations de filières. Donc voilà ce que je peux vous dire sur ces deux dispositifs et je vais laisser la parole à Stéphane Pralé pour le lancement de l'appel à partenariat EcoEdge to Cloud Continue. Oui, bonjour à tous. Donc Stéphane Pralé, je travaille chez Atos et on a soumis un projet qui s'appelle E2CC, qui veut dire Eco Edge to Cloud Continuum, et on l'a soumis dans le cadre de l'IPC, enfin de l'appel à manifestation d'intérêt cloud qui est sorti au niveau français au début de cette année. Il est instruit dans le cadre au niveau européen dans le cadre de l'IPCEI Cloud. Donc juste quelques mots avant de rentrer dans le détail du projet sur l'IPCEI Cloud. Donc IPCEI, c'est Important Project of Common European Interest, et le CIS, derrière CIS, c'est Next Generation of Cloud Infrastructure and Services. Quand on regarde un peu plus en détail ce qui est couvert par cet IPCEI. Donc il faut entendre cloud au sens cloud étendu, donc ça inclut les capacités Edge aussi. Il y a un certain nombre de valeurs transversales qui sont aussi poussées dans le cadre de cet IPCEI, c'est d'avoir des solutions qui sont scalables, qui sont interopérables, dans lesquelles il n'y a pas de lock-in, qui amène à un niveau de confiance élevé, et il y a ce qui est attendu aussi, c'est que le développement de solutions qui sont énergie efficiente, donc avec une empreinte carbone maîtrisée, et dans le cas idéal, une empreinte carbone nulle. Donc l'IPCEI couvre des sujets à la fois de recherche, développement, innovation, mais l'IPCEI finance aussi des activités de FID, First Industrial Deployment. Et c'est des éléments qu'on a mis aussi dans le cadre de notre projet. Donc voilà, ça c'est sur le périmètre général couvert par l'IPCEI Cloud. Après, en termes de timeline, bon, il y a un processus de sélection des projets qui est un peu compliqué, parce qu'il y a à la fois des itérations au niveau français et puis au niveau européen. Ce qu'il faut retenir de cette timeline, c'est que c'est pour des projets qui démarreraient à mi-2022. Donc dans le cadre, si maintenant on refait un focus plus précis sur notre projet E2CC. Donc notre projet, il a été présélectionné au niveau français, donc en juin, et on est dans une étape de défense de notre projet à niveau européen avec à la fois la DG Compétition et puis les autres partenaires européens. Et donc ça, E2CC, c'est un projet qui est soumis par Atos et qui est 100% Atos. Et en parallèle, on va lancer le montage d'un consortium E2CC étendu, et c'est dans ce cadre-là qu'on recherche des partenaires, et notamment des PME françaises. Donc, et ce projet-là, c'est un projet français. Donc il y aura un guichet spécifique qui va être ouvert, qui n'est pas encore annoncé, avec une procédure de soumission simplifiée. Et donc après, je vais pas rentrer dans le détail des deux slides suivants. Mais juste, c'est pour resituer ce contexte par rapport à la démarche vis-à-vis de l'IPCEI global. Donc nous, notre projet E2CC est dans la partie orange, on candidate en tant que direct participant. Et aujourd'hui, la démarche qu'on a de monter un consortium, c'est de monter un consortium avec des partenaires qui s'appellent des partenaires indirects. Donc c'est la partie droite de ces tableaux. Et donc ces partenaires indirects vont pouvoir participer à l'IPCEI via ces appels à projets spécifiques qui vont être ouverts.
Voilà, donc ça c'était le contexte global IPCEI de CC. Maintenant, si on fait un focus plus sur le contenu du projet, donc le but de notre projet, enfin il y a les objectifs principaux du projet, c'est de passer d'un paradigme cloud-centrique qu'on connaît actuellement à un paradigme qui est de processing en continu de la donnée, donc qui va de l'IoT au cloud en passant par différents niveaux de edge, du far edge, du near edge. Et donc dans le projet, on veut à la fois apporter des technologies qui permettent sur chaque niveau de traiter et stocker la donnée, et puis des technologies qui permettent d'orchestrer au mieux ce cycle de vie de la donnée et ce traitement de la donnée. Et tout ça, bien sûr, en répondant aux attentes de l'IPCEI en termes de performance, de latence, de sécurité et d'empreinte carbone. Donc, après, donc le périmètre de 2CC, il est large. Donc, dans notre proposition, on se focalise sur le développement de briques technologiques qui apparaissent en bleu foncé sur ce slide-là et qui correspondent aux activités sur lesquelles on a le plus d'assets, que ce soit en termes d'expertise ou d'IP. Donc on va retrouver des briques de sécurité de bout en bout. On retrouve une brique bare metal as a service. Alors c'est du bare metal as a service pour des applications qui nécessitent du traitement en mémoire intensif. On va retrouver des briques plus liées au edge qui vont du serveur edge aux couches d'abstraction pour tout ce qui est monitoring, orchestration. Et au-dessus de tout ça, on a l'ambition de développer un framework de MLOps et de délivrer des briques technologiques, typiquement du federated learning, pour pouvoir faire du machine learning et de l'IA sur ces infrastructures edge to cloud qui ont notamment des caractéristiques d'architecture distribuée et qui offre à la fois de nouvelles possibilités pour le traitement de la donnée, mais qui aussi implique un certain nombre de contraintes techniques. Et sur la partie gauche, on a aussi dans le projet le développement d'une plateforme de décarbonisation. Donc là, c'est une plateforme qui va agréger un certain nombre de données pertinentes pour le calcul de l'empreinte carbone et qui après va post-traiter ces données pour faire des recommandations aux clients pour améliorer leur empreinte carbone vis-à-vis des technologies qu'ils utilisent. Voilà d'un point de vue très haut niveau. Au niveau organisation, j'ai passé sur ce slide-là, au niveau organisation du projet, donc il y a un certain nombre de work packages qui correspondent aux briques technologiques dont je viens de vous parler. Et après, on a un Work Package 8 dans lequel c'est un Work Package d'intégration et de développement de use case. Donc le principe, c'est d'intégrer à la fois les briques technologiques développées sur les Work Package 1 à 7, mais aussi des briques technologiques développées par des partenaires tiers et de démontrer dans le cadre de First Industrial Deployment, des cas d'usage de bout en bout Edge to Cloud. Donc par rapport à l'organisation du projet, nous on recherche des partenaires à la fois sur les Work Package 1 à 7 pour travailler avec nous sur des activités de définition des requirements, sur des activités de co-design. On recherche des partenaires aussi pour amener des briques technologiques innovantes qui seraient intégrées dans le Work Package 8. Et dans le cadre du Work Package 8, on recherche aussi des partenaires qui pourraient travailler avec nous sur la définition de cas d'usage et la mise en œuvre de cas d'usage. Dans les Work Packages, notamment Bare Metal as a Service et le Work Package Edge, on prévoit aussi la mise à disposition de manière avancée
de plateformes pour test et développement à un écosystème de partenaires et les partenaires pouvant être français et ou européens. Donc ça aussi c'est un élément qui peut être qui peut faire qui peut être mis en avant en termes de collaboration dans le cadre de l'IPCEI. Voilà, donc dans ce slide-là, on redétaille un peu plus les différentes les différents résultats des Work Packages. Voilà, donc je suppose que vous aurez accès à cette présentation. Ça permet, ça permet aussi d'itérer un peu plus en détail si enfin, un partenariat dans le cadre d'IPCEI vous semble pertinent. D'une manière très haut niveau, les sujets sur lesquels on recherche des partenaires sont les sujets qui apparaissent surlignés en jaune sur ce slide-là. Donc ça va des couches basses avec des partenaires fournisseurs de technologies. Sur les parties orchestration, on recherche aussi des partenaires, ce que ce soit des partenaires telco, des partenaires sur du edge. Nous, on est essentiellement sur des serveurs near edge avec des capacités de traitement assez importantes. Donc, si des partenaires arrivent avec des technologies plus en lien avec du far edge, c'est intéressant pour nous aussi de voir comment on pourrait articuler nos technologies pour, dans le cadre du Work Package 8, démontrer un cas d'usage. Et après, au niveau de tout ce qui est plateforme de données, algorithmie d'intelligence artificielle, cas d'usage, voilà, c'est aussi des sujets sur lesquels on cherche des partenaires pour compléter cette photo globale du Edge to Cloud Continuum. Donc cette liste-là, elle est pas exhaustive, hein. On est ouvert à aussi des discussions sur des briques, par exemple, de sécurité, hein. Il y a typiquement là, on cite un partenaire luxembourgeois avec lequel on travaille sur du partenariat sur nos Security Operations Center. Voilà, donc c'est important de se dire que la discussion elle est aussi ouverte sur des parties qui sont en bleu ici ou sur lesquelles on est prêt à travailler aussi en écosystème. Voilà, et du coup, alors en fait c'est le même slide qu'avant, mais avec un peu plus de détails sur ce que pourrait être des collaborations. Donc, par exemple, on cherche des partenaires pour travailler à la définition de serveurs Edge et Cloud. On cherche des partenaires pour travailler sur l'intégration efficace de technologies dans les data centers, que ce soit au niveau carte mère, serveur, rack, en particulier pour intégrer des technologies de refroidissement qui sont plus efficaces et qui améliorent le PUE. Sur les couches orchestration, donc on est sur une base Kubernetes qui selon nous s'impose comme un standard de facto, et donc on est ouvert à du co-développement autour de Kubernetes et de l'orchestration Edge. Voilà, ce que j'ai pas dit, c'est sur la partie cas d'usage. On a préidentifié 4 grands domaines de cas d'usage: computer vision, predictive analytics, tout ce qui est réalité augmentée basse latence, et puis tous les cas d'usage qui font appel à du digital twin. Donc ça couvre très très large et ça laisse la porte ouverte à pas mal de cas d'usage possibles. Voilà, et du coup, j'en ai fini pour ma présentation.
Donc voilà, et n'hésitez pas à me contacter si vous voulez qu'on rentre un peu plus dans le détail sur des sujets d'intérêt commun. Et du coup, je laisse la parole à... Merci beaucoup. Soumaya. On va laisser la parole tout de suite à Maklouf Hadji et Daniel Kaufmann, que j'invite à monter sur scène. Et je vous laisse la main. Merci Soumaya, bonjour à tous. Donc moi c'est Maklouf Hadji, j'attends que Daniel se connecte. Très bien, bonjour à tous, Daniel Kaufmann. Je te laisse la main Daniel et puis je verrai après. Oui, merci Maklouf. Bonjour à tous à nouveau. Mon nom c'est Daniel Kaufmann. Je suis professeur à Télécom Paris, Institut Mines Télécom, et je dirige le LINX. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est avec Maklouf, c'est vous présenter très rapidement qu'est-ce que c'est que le LINX, comment le LINX peut être un point d'appui pour répondre aux appels qui viennent d'être cités en particulier, mais pas uniquement, et un ensemble d'activités que nous menons dans le contexte général du programme de la stratégie d'accélération 5G et réseau du futur. Donc, le LINX est un laboratoire rejoint académique industriel dans le domaine des technologies de l'information et des communications, qui a pour objectif d'accélérer les processus d'innovation, notamment dans un certain nombre de verticaux qu'on va voir par la suite, tels que les transports et l'énergie. Bien évidemment, cela en complément de tout ce que nous faisons en corps de métier ICT. Je ne suis pas sur la bonne flèche, me voilà. Donc, le LINX a été créé en 2011. Il compte aujourd'hui avec 120 chercheurs, donc 44 seniors, et nous couvrons un spectre très large de disciplines et de domaines qui vont, comme on va le voir, du cœur de métier réseau cellulaire jusque, comme je l'ai dit tout à l'heure, des applications dans le contexte des interactions avec divers secteurs d'activité. Et c'est un laboratoire qui est ouvert. Nous avons des interactions avec de très nombreux partenaires. Et donc, la logique générale, c'est qu'on couvre le spectre de l'innovation. C'est une collaboration académique industrielle. Les partenaires du LINX aujourd'hui, c'est l'Institut Mines Télécom, INRIA, Sorbonne Université côté académique et côté industriel Nokia et à travers Systemix, un ensemble de partenaires industriels. En termes méthodologiques, nous faisons de la recherche fondamentale, mais nous allons jusqu'à la maturation, notamment à travers de l'expérimentation sur plateforme, sur des démonstrateurs. Et ce qui nous différencie, c'est que nous sommes colocalisés, c'est-à-dire qu'au même endroit physique, nous avons des chercheurs du monde académique, du monde industriel, qui se retrouvent périodiquement et qui souvent de manière spontanée, du fait de ces rencontres, proposent des idées innovantes qui sont transformées dans des projets qui par la suite sont transmis en création de valeur. En ce qui concerne nos principaux domaines d'activité, comme je le disais, c'est très large. Donc, nous travaillons sur les réseaux et services du futur, du paradigme jusqu'à l'implémentation. Des exemples parmi de nombreuses activités. On travaille activement sur tout ce qui concerne les réseaux cellulaires, la 5G et également aujourd'hui la 6G, avec un focus important sur tout ce qui concerne les réseaux véhiculaires et leur interaction avec ces réseaux cellulaires. Et bien sûr, avec diverses activités en tout ce qui concerne la convergence entre la communication, le stockage, le calcul, le sensing, la géolocalisation et autres. Et un autre focus important dans ce domaine, c'est tout ce qui concerne les réseaux denses, notamment dans le contexte de l'IoT. Et ça me permet d'enchaîner avec le sujet suivant, qui est tout ce que nous faisons autour de l'Internet des objets, d'espace intelligent. On pourrait ici donner de nombreux exemples, mais on va présenter tout à l'heure ce que nous faisons sur l'Industrial IoT en particulier. Et puis, nous avons une activité également importante sur le AIoT, Artificial Intelligence AI and Internet of Things. Comment faire en sorte que les objets soient capables de participer à une intelligence artificielle distribuée, portée en particulier par les objets connectés. Nous travaillons sur la métrologie au sens large, d'une part pour optimiser les systèmes sur lesquels nous travaillons, mais également pour mieux comprendre quel est l'impact de ces systèmes sur l'environnement et pouvoir contrôler cela.
Une activité sur la blockchain que je passe ici parce que Maklouf va la détailler à travers deux exemples de projets qu'on vous propose. Et je le disais, nous travaillons également avec les verticaux, notamment le monde énergétique et le monde de transport intelligent. Nous avons une partie fondamentale qui est tout ce qui nous permet d'innover dans le sens où nous avons la capacité de représenter ces systèmes complexes, de plus en plus complexes, pour en tirer leurs propriétés fondamentales et mieux comprendre comment les opérer, comment les planifier de manière efficace, en prenant en compte, comme je le disais, des aspects non fonctionnels tels que l'impact dans la consommation d'énergie et en amenant à ce que ces systèmes soient opérés aux limites de ce qui est possible avec les technologies existantes aujourd'hui. Aux limites, je veux dire, en minimisant la consommation de ressources, que ce soit des ressources propres au système ou la consommation d'énergie. Voilà, donc en plus, bien évidemment, depuis une dizaine d'années aujourd'hui, déjà, nous introduisons dans le design de nos systèmes de l'intelligence artificielle, et vous verrez cela au travers des quelques exemples que nous allons vous présenter. Nous avons un réseau international du haut niveau, on n'a pas le temps de rentrer dans les détails, mais là, c'est par exemple notre comité scientifique. Vous avez des chercheurs parmi les meilleurs au monde dans les domaines que nous couvrons. Et donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de vous proposer un ensemble de projets qui pourraient donner lieu à des collaborations, notamment pour faciliter la réponse aux appels qui viennent de vous être présentés. De manière plus générale, le LYNX est en train d'agir de manière extrêmement active dans la stratégie nationale d'accélération de la 5G. Nous avons répondu à l'appel à manifestation d'intérêt Souveraineté Télécom qui a donné lieu à l'appel qui a été présenté il y a quelques minutes. Et nous allons présenter un ensemble de projets à cet appel. Et plus récemment, nous pilotons avec le CNRS et avec le CEA la réponse au PEPR, c'est-à-dire programme et équipement prioritaire de recherche. Si vous regardez la stratégie d'accélération de la 5G, il a 4 axes, un axe demande, un axe offre, un axe recherche, un axe formation. Sur l'axe recherche, c'est l'instrument PEPR qui est mis sur la table. Et comme je le disais, ensemble avec deux collègues, un du CNRS et un autre du CEA, j'ai le plaisir de diriger la réponse à ce PEPR. Pour vous donner une idée, c'est un budget global de 65 millions d'euros. Et donc, il y aura en particulier des appels à projets. Et on serait ravis de voir avec vous comment on peut interagir dans le contexte de ces appels que nous sommes en train de rédiger en ce moment même. Voilà. Et donc, sur un ensemble des projets qui est réducteur, bien évidemment, c'est tout simplement pour vous donner quelques idées des choses qu'on pourrait éventuellement faire ensemble. Nous allons faire une présentation sur 4 axes. Je vous passe la méthodologie parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc, un axe sur la blockchain et ses applications, un deuxième sur l'industrial IoT, un troisième sur le edge computing et un dernier sur les réseaux véhiculaires et la 5G. Donc, je repasse la parole à Maklouf qui va vous présenter les deux premiers axes. Tu es muté, Maklouf, tu es muté. Oui, pardon. Donc, je disais rebonjour à tous. Et donc, moi, je suis Maklouf Hadji, chercheur à Systemix. Et donc, dans cette collaboration-là avec le LYNX, dans laquelle Systemix est en effet un membre actif, nous allons vous présenter 4 thématiques sur la blockchain, les solutions défis industriels IoT, tout ce qui est edge computing et MEC, et puis les réseaux du futur, en particulier les réseaux 5G et les réseaux véhiculaires. Ces slides et ces projets ont été évidemment montés avec les collaborateurs que je cite très brièvement, qui sont aujourd'hui présents aussi dans la salle, avec qui en fait on a monté ces propositions-là de sujets. Et je les remercie par avance. Donc, pour gagner un petit peu plus de temps, je vais donc entamer le premier sujet de la thématique Blockchain for Industry, donc dans lequel, en fait, on va essayer de présenter 2 sujets de recherche sur lesquels, évidemment, on ouvre très largement cet appel à partenariat. Donc, sans trop rentrer dans la redéfinition de nouveau des aspects blockchain, j'imagine que maintenant, tout le monde connaît et tout le monde sait en fait les avantages
que peut apporter la blockchain. Donc, on est sur un nouveau paradigme qui consiste en fait à distribuer les solutions, mais aussi les décisions, à construire des chaînes entre on va dire des entités pour des prises de décision en toute confiance et en toute sécurité. Donc, l'avantage de ces blockchains-là aussi, c'est voilà, d'arriver à distribuer cette prise de décision et ces prises et cette confiance-là à travers différents acteurs autour d'un bien, par exemple, autour d'une décision globale à prendre. L'un des premiers sujets, en fait, que l'on souhaite partager aujourd'hui, c'est le transfert auditable d'informations métiers. Et le problème majeur sur ce type de sujet, c'est comment, en fait, assurer la traçabilité des données potentiellement sensibles, notamment, par exemple, tout ce qui est données, tout ce qui est remonté de données métiers. Ce type de problème peut se retrouver dans différents domaines applicatifs, typiquement dans la finance ou les assurances, et bien évidemment dans le médical, tel qu'on l'a vu il n'y a pas longtemps. Donc, parmi les différentes solutions envisagées, les blockchains, elles peuvent venir pour assurer la traçabilité des données, mais notamment aujourd'hui, comme ça a été mentionné à maintes reprises depuis ce matin, l'application et l'usage des solutions de machine learning, notamment du machine learning distribué, donc on pense bien au federated learning par exemple, et ben, la remontée des données, même de l'intelligence distribuée, aura toute sa place en fait d'être remontée d'une manière sécurisée, et la blockchain en fait sera un outil ou une solution pour garantir on va dire cette traçabilité-là, mais aussi cette sécurité-là de la donnée qui remonte des différents composants sur un système distribué. Nous avons également les primitives cryptographiques qui contribuent à assurer la confidentialité des données échangées. Pour cela, le schéma qui est suivant, il redit un peu ce que je viens de décrire, notamment si on fait un focus sur les aspects de federated learning. En fait, l'idée, c'est de pouvoir envoyer cette espèce de, on va dire, de résultats du federated learning distribué sous forme de comment dire, de gradient calculé au niveau de chaque composant distribué dans le système considéré, de telle sorte que finalement on assure la confidentialité des données qui ont été transmises. Donc ça, c'est l'exemple un petit peu qui parle assez souvent, parce qu'une grande majorité aujourd'hui souhaite utiliser des aspects de machine learning, notamment du federated learning, mais donc la blockchain sera donc une espèce de surcouche pour pouvoir sécuriser les transmissions de ces décisions. L'autre sujet sur la blockchain, c'est le post-quantum blockchain, parce qu'en fait, aujourd'hui, on constate que sur l'usage des blockchains aujourd'hui, à travers les exemples que l'on vous nomme aujourd'hui sur la sécurité numérique, sur les chiffrements, commence en fait à exprimer, bien évidemment, il a eu certains avantages, mais ce que l'on constate en fait, c'est que de plus en plus, il y a des nouvelles technologies, ou il y a des nouveaux outils en fait de pouvoir aller s'attaquer à la sécurité des données échangées ou des composants différents de différents systèmes cyberphysiques, par exemple. L'idée en fait du sujet de post-quantum blockchain vient pour à travers, on va dire, la révision des solutions existantes sur les différentes solutions de blockchain pour renforcer et préparer, par exemple, les futures attaques qui vont s'appuyer sur des approches de post-quantum computing. Pour cela, des problèmes au fait que l'on souhaite adresser, c'est comment s'appuyer sur les primitives cryptographiques pour les revoir et pour qu'elles fassent face dans le futur à des attaques beaucoup plus consistantes, ou qui utilisent des ressources de calcul extrêmement élevées. C'est ce qu'on dit ici, les ordinateurs quantiques, ils pourraient en effet compromettre la sécurité qui sont liées à ces primitives. Donc aujourd'hui, les solutions envisagées et qui ont le mérite d'être adressées dans ce deuxième sujet, c'est comment identifier donc les composants cryptographiques critiques et leur articulation, et donc comment les utiliser pour pouvoir contre-attaquer éventuellement les futures attaques de sécurité.
revisiter donc les solutions actuelles pour obtenir des post-quantum blockchain et qui peuvent donc tenir face à des attaques qui peuvent provenir des ordinateurs quantiques, par exemple. Cette slide, c'est pour rappeler aussi que des sujets blockchain, comme Daniel l'a mentionné au départ, ce sont des sujets bien évidemment bien explorés au sein du Lynx à travers les différents partenaires du Lynx. Et des domaines d'application sur lesquels certains travaux ont été déjà élaborés, c'est par exemple autour de l'énergie ou de l'économie. Et en fait, voilà, certains événements aussi autour de la blockchain ont été organisés au sein du Lynx. On cite par exemple l'événement Blockchain Day qui a été organisé en 2019. Donc, nous avons, ça c'est pour montrer aussi qu'il y a un certain nombre d'activités et les contacts, en fait, pour avoir un petit peu plus d'informations et pour aller un petit peu plus vite sur les autres sujets aussi que l'on souhaite vous partager. Donc, ils sont bien mentionnés sur les slides qui seront partagés, je suppose, à la fin de la présentation. La deuxième thématique, ça concerne donc l'Internet des objets industriels, dans lesquels on adresse 4 sujets autour des Internet des objets industriels. Donc aujourd'hui, on constate évidemment que ce sont des sujets qui prennent de plus en plus de place. On assiste aujourd'hui au déploiement d'objets connectés de plus en plus. Donc on a des drones, on a des véhicules connectés, on a de la santé connectée, etc. Et on a aussi de l'industrie connectée, de plus en plus connectée. On parle aujourd'hui de l'industrie 5.0 qui permet de faire communiquer les robots et les machines et de faire donc des collaborations entre ces deux entités-là pour améliorer la productivité, pour baisser les coûts, etc., pour une maintenance beaucoup plus intelligente, etc. Sur ces contextes-là, les sujets que l'on souhaite vous proposer sont les suivants. Donc, le premier sujet ou le premier appel à partenariat sur la proposition 1, c'est en fait qu'on constate que la remontée des données, évidemment, des objets connectés, peu importe le domaine, de la santé connectée ou une maison connectée ou une maison intelligente, de smart city ou une route connectée. Donc, en fait, on a un certain nombre de données qui remontent et puis, comme tous les autres projets ont mentionné ce matin, évidemment, ce sont des données que l'on collecte et puis que l'on analyse, etc. Sauf que parfois, on assiste clairement que certains domaines sont un petit peu critiques en termes de temps de réponse et scientifiquement parlant, pouvoir arriver avec des solutions de très bonne qualité et dans des temps extrêmement négligeables, c'est un vrai challenge aujourd'hui que l'on souhaite résoudre. Et pour cela, il y a des aspects, ce que l'on appelle des algorithmes ou des approches anytime, qui consistent à renverser un petit peu le paradigme de se dire que je ne laisserai pas l'algorithme tourner jusqu'à 2 heures pour pouvoir prendre une décision, mais c'est plutôt pouvoir dire à quel moment mon algorithme il doit s'arrêter pour que je puisse finalement reprendre le contrôle sur le système, sur cette intelligence en quelque sorte, et donc de donner la réponse à la décision ou à l'intelligence ou à l'orchestrateur pour prendre une décision rationnelle face à la situation qu'elle adresse. Donc, les missions de ce projet-là, c'est comme je viens de le dire, c'est comment trouver en fait des bons équilibres entre les ressources, les performances et surtout la latence pour qu'on puisse finalement arriver à satisfaire les trois piliers qui sont mentionnés par rapport à ce projet-là à travers des approches dites anytime. Le second projet autour de l'IoT consiste en fait à regarder un petit peu ce que l'on appelle par le MMTC, c'est-à-dire Massive Machine Type Communication, pour de l'IoT industriel et au-delà des réseaux de 5e génération. Pardon. Et ces sujets-là, en fait, c'est qu'on teste, on déploie des objets de plus en plus, on souhaite les interconnecter à travers les réseaux de 5e génération, par exemple, et pour savoir où est-ce que sont les limitations en termes évidemment des objectifs qui sont ou des métriques en quelque sorte qui sont mentionnés sur la slide, sur la partie droite de la slide. Donc, comment trouver les équilibres entre des systèmes finalement d'objets connectés qui consomment moins et qui sont efficaces en termes de décision quand on souhaite la prendre dans des temps négligeables, qui sont intelligents, voire autonomes de temps en temps, etc. Donc, comment essayer de trouver les bons équilibres entre toutes ces métriques-là ou tous ces objectifs-là que l'on souhaite atteindre.
Aujourd'hui, le constat, c'est qu'on a un certain nombre d'heuristiques et malheureusement, on constate que plus le système est grossi, plus les performances sont pas de bonne qualité. Et pour le coup, on se pose la question comment pallier à ce type de problème, quelles sont les approches que l'on peut déployer pour pallier à ce type de sujet. La proposition de projet 3 autour des IoT industriels consiste en fait à regarder comment superviser, mais aussi comment avoir le contrôle et gérer les différents réseaux d'objets connectés industriels tout en incluant la supervision des flux de trafic de ces objets connectés. Les challenges qui sont adressés, c'est plutôt autour de l'isolation des flux de trafic entre les différents acteurs qui plus ou moins partagent les mêmes on va dire, infrastructures physiques et la générosité de la solution à proposer pour éviter d'en avoir plusieurs solutions qui ne se parlent pas forcément entre elles. Et du coup, ça, c'est des sujets que l'on souhaite regarder sur ce projet 3. Ces objectifs, c'est donc concevoir une plateforme de contrôle et de management de différents objets connectés. Et les cas d'usage sur lesquels on peut appliquer sont plutôt des cas d'usage industriels, bien évidemment, quand on parle des IoT industriels, et avec des focus sur comment optimiser les ressources soit de calcul, mais aussi des ressources réseau pour permettre finalement d'arriver toujours et de proposer toujours un service de bonne qualité, que ce soit un service de calcul, mais aussi un service de connectivité et donc de performance. Le dernier sujet, c'est autour de l'analyse des réseaux d'IoT industriels basés sur la supervision du flux de trafic des objets connectés à base de techniques d'intelligence artificielle. Cette figure, elle représente vraiment les différentes briques de ce projet-là sur lequel, en fait, on aimerait investiguer et collaborer pour monter un projet dessus. Donc, on parle évidemment des différents objets connectés qui sont industriels, mais qui peuvent être extrêmement hétérogènes. Et donc, on a des aspects de data collection. Donc, on collecte ces données-là. On aimerait donc, à travers des solutions, venir analyser les flux de trafic qui circulent entre ces objets-là pour pouvoir améliorer évidemment les services que l'on souhaite proposer derrière, les performances, pardon, mais aussi pouvoir de temps en temps pallier à faire des fusions de certaines données pour pouvoir proposer de nouveaux services, par exemple. Donc ici, les objectifs, les challenges sont surtout sur comment en fait on arrive à distinguer les différents flux pour pouvoir les gérer et les superviser et éventuellement de voir s'il n'y a pas des anomalies ou s'il n'y a pas des pannes ou des choses qui peuvent subvenir à des systèmes cyberphysiques. Et du coup, les objectifs du projet, c'est plutôt comment proposer des solutions flexibles, fines et dynamiques de supervision de ces flux de données dans les différents réseaux d'IoT industriels. Et les cas d'usage intégrant le déploiement de solutions d'intelligence artificielle sont de plus en plus des aspects que l'on peut intégrer pour rendre cette supervision-là de plus en plus autonome et permettant d'améliorer la gestion des ressources ou le calcul ou la gestion de tout un système ou de tout un réseau d'objets connectés. Je pense que je suis arrivé à la fin. Donc, comme vous l'avez vu sur ces sujets-là aussi autour des IoT, différentes activités sont également déjà présentes au niveau du LINX et ses partenaires. Et pour avoir un petit peu plus d'informations sur ces sujets-là, nous avons également les deux contacts que vous avez devant vous et n'hésitez surtout pas à nous poser vos questions. Je te repasse la main, Daniel, pour les deux dernières thématiques de recherche. Merci Maklouf. Donc les deux derniers chapitres, le premier sur le réseau opéré Edge Computing et le deuxième sur 5G et réseau véhiculaire. Donc sur le Edge Computing, nous partons du constat suivant. Le cloud sort des grands data centers et est disséminé sur l'ensemble des infrastructures, notamment sur les infrastructures des opérateurs télécommunications et au-delà, jusqu'aux objets connectés.
Et donc, en particulier, de la capacité de calcul et de stockage est placée au niveau des points de présence des opérateurs. C'est ce qu'on appelle le multi-access edge computing. Avant, on l'appelait le mobile edge computing. Donc, ça, c'est un premier point. D'un autre côté, dans les articles 5G et 6G, la notion de mid-haul est introduite, en plus du front-haul et back-haul qui existait dans les versions précédentes, ce qui est un facilitateur, entre autres, pour la mise en œuvre efficace de ce mobile edge computing. Troisième point, la croissance que nous connaissons de l'Internet des objets, avec des objets de plus en plus intelligents. Je parlais tout à l'heure de Artificial Intelligence Internet of Things, AIoT. Et donc, l'intégration de ces objets intelligents dans l'architecture générale soulève des problématiques qui sont spécifiques. Et puis, il y a une généralisation des usages qui fait qu'il y a des contraintes de latence nouvelles, notamment quand on fait de la vidéo immersive, quand on utilise des doubles digitaux pour contrôler à distance des usines industrielles. Bref, il y a de nouvelles applications qui font qu'on a besoin de ces architectures pour respecter, par exemple, les contraintes de latence. Donc, dans ce contexte général, nous proposons un ensemble de projets sur les thématiques suivantes. D'abord, on parle beaucoup du mobile edge computing, mais on voit bien que les investissements ne sont pas toujours à la hauteur. Les opérateurs, on le sait, sont en train d'investir massivement dans la 5G, dans de la fibre, et donc les investissements n'arrivent pas nécessairement sur ces aspects-là. Et donc, on propose de nouveaux paradigmes qui facilitent à l'écosystème dans sa globalité, sur toute la chaîne de valeur, de création des services futurs, qui intègrent d'autres acteurs, d'autres filières, à co-investir dans ces solutions-là, de manière à atteindre des objectifs économiques qui répondent d'atteindre des solutions qui permettent de répondre aux objectifs économiques des différentes parties. Et donc, de faire du win-win, par exemple, s'appuyant sur la valeur que représentent les points de présence des opérateurs, mais en apportant des investissements extérieurs qui permettent d'accélération la mise en œuvre de ces services à valeur ajoutée, avec une approche basée sur la théorie des jeux, qui permet de montrer à quel point les solutions qu'on propose sont gagnant-gagnant pour l'ensemble des acteurs et permettent d'accélérer la création de nouveaux marchés qui aujourd'hui sont partiellement bloqués du fait du manque d'investissement que j'ai cité préalablement. Donc voilà un premier point. Le deuxième point qui est également lié au mobile edge computing vient de l'architecture globale des réseaux 5G. On n'a pas le temps ici de rentrer bien sûr dans tous les détails de ce schéma, mais ce que je veux signaler, c'est qu'on voit bien qu'aujourd'hui, on est dans une logique de bout en bout, où on intègre de manière holistique du cœur du réseau en passant par le réseau d'accès radio, le RAN, jusqu'aux objets connectés et notamment les véhicules connectés. Et que dans cette architecture-là, en particulier dans ce qu'on appelait avant le backhaul, on a introduit la notion de mid-haul qui permet, comme je le disais, qui facilite le déploiement de l'intelligence au niveau de différents segments de ce réseau qui permettent de connecter le RAN au cœur du réseau. Et donc, sans rentrer dans les détails, parce que j'aimerais laisser le temps pour des questions, les petites ampoules, comme d'habitude, ça représente de l'intelligence. Et on voit donc qu'on a de l'intelligence qui est distribuée maintenant très largement en dehors des gros data centers. Cette intelligence, il faut la coordonner pour créer une valeur conjointe, sans pour autant faire un disclose qui serait contradictoire avec les politiques des usagers. D'où l'intérêt de garder les données au plus proche de l'usager final. Donc, ça, c'est un des requirements. Et donc, le fait de pouvoir orchestrer cette intelligence pose des problématiques nouvelles qui sont également traitées dans l'ensemble des projets qu'on propose. On a beaucoup parlé dans la présentation des appels de Federated Learning en particulier. Et c'est donc un des aspects qui sont traités dans les solutions que nous proposons ici. Et donc, ce qui est intéressant, je pense, dans la proposition, c'est qu'on regarde conjointement l'optimisation sur toute la chaîne, qui va de l'optimisation de l'usage du spectre, donc tout ce qui a trait aux nouvelles technologies radio, jusqu'aux applicatifs, encore une fois, où on a conscience de que représentent ces données, qu'est-ce qu'on attend de ces données et comment il faut les traiter, non seulement pour avoir les résultats obtenus, mais également pour les protéger. Et protéger les différents acteurs, parce qu'on est dans un contexte multiplayer, multi-acteurs, qui sont souvent en concurrence sur le marché. Et donc, tout cela pour arriver à ce que les applications dont on parle tant, qui sont, par exemple, le contrôle de systèmes complexes à travers de doubles digitaux
deviennent une réalité. Et donc là, on veut contrôler à travers des doubles digitaux, non pas seulement une usine bien localisée, mais des systèmes beaucoup plus complexes qui mettent en interaction plusieurs acteurs, encore une fois, comme je le disais, qui vont à la fois coopérer, mais qui sont également en concurrence sur certains aspects sur le marché. Et donc, ce que vous voyez en bas, c'est la même chose. Hein, c'est comment on va contrôler à distance une usine industrielle. Et donc, à travers de la réalité augmentée, à travers des doubles digitaux. Et donc, tout cela pose des contraintes, notamment de latence, qui sont tout à fait spécifiques à ce contexte-là. Et donc, pour résumer, dans ce contexte-là, nous proposons de nouveaux paradigmes architecturaux pour pouvoir prendre en compte de manière holistique l'ensemble de la chaîne, avec des outils évolués pour pouvoir non seulement concevoir, mais aussi opérer, et opérer de manière optimale ces systèmes-là, en facilitant la connectivité d'objets qui sont intelligents, encore une fois, qui sont capables de faire tourner localement une partie des algorithmes d'intelligence artificielle qui permettent de mettre en place ce federated learning, cette intelligence fédérée. Et donc, nous travaillons sur toute la chaîne. Ça part des algorithmes locaux d'un objet pour faire tourner cette intelligence artificielle localement, jusqu'à l'optimisation globale de toute la chaîne, communication, calcul, sensing, dont on parlait en introduction. Et donc, comme toujours, voilà une liste des compétences que nous avons en ligne sur ces domaines-là. Je ne vais pas répéter parce que ça couvre tout ce que je viens d'indiquer. Et je serai personnellement ravi d'échanger avec vous si vous avez des questions spécifiques, des commentaires ou des idées de collaboration qui peuvent bien sûr déborder largement ce qui a été présenté ici sur la base de ces compétences qu'on affiche. Le dernier sujet qu'on veut vous présenter, et nous sommes désolés de ce pas de course, donc les réseaux 5G et les réseaux véhiculaires. Et là, on se place dans deux aspects. Le premier, c'est justement l'optimisation globale de cette chaîne-là, de bout en bout, où les réseaux d'infrastructures sont étendus par les réseaux véhiculaires. Mais également, on se place dans la logique de cette convergence communication, calcul, sensing, où à la fois le réseau et en l'occurrence, les véhicules connectés seront capables de capter des informations de leur environnement et faire en sorte que ces données captées se traduisent dans une valeur ajoutée à travers les applicatifs dont on parlait préalablement. Et donc ici, il y a plusieurs sujets qui sont traités. Il y a d'une part les évolutions architecturales, parce qu'on se trouve maintenant dans une logique dans laquelle les stations de base, pour parler vite et mal, les antennes, sont mobiles. C'est-à-dire qu'on va avoir une station de base portable sur, par exemple, un véhicule. Et donc, on imagine bien la flexibilité que cela donne dans la conception de ces systèmes-là, mais on imagine également très bien la complexité, parce que maintenant, ce n'est plus les terminaux qui bougent uniquement, c'est également les stations de base qui bougent. Et parce qu'on a complètement virtualisé la chaîne technologique, c'est les fonctionnalités qui bougent à l'intérieur du réseau, notamment les possibilités de contrôler et d'opérer les différents composants du réseau d'accès radio, qui lui, non seulement il est virtualisé, mais qu'il est ouvert, par exemple avec l'Open RAN. Donc vous voyez, tout devient mobile. Les terminaux, certes, les stations de base, les fonctionnalités, et donc concevoir ces systèmes-là amène des complexités nouvelles qui sont traitées dans ce projet-là. Et donc, après, il y a quelques cas d'usage, et notamment dans l'utilisation des drones pour faire les captures de données dont on parlait tout à l'heure. Et bien évidemment, on comprend bien tous les aspects sécurité sous-jacents. Et là, c'est également une double approche. D'une part, la capacité d'utiliser ces systèmes pour améliorer la sécurité dans les transports. Et là, on comprend bien les temps de réaction qui sont nécessaires. Typiquement, on parle beaucoup de véhicules intelligents, des véhicules qui vont communiquer directement entre eux pour s'accorder et de mettre en œuvre donc une politique de transport qui soit sûre en particulier. Mais on sait bien que deux véhicules arrivant à un croisement ne vont pas nécessairement avoir une visibilité directe. Ça va devoir passer à travers ces réseaux cellulaires.
la coordination de tout ça, des communications directes avec les communications à travers le réseau d'infrastructure, avec des temps de latence qui sont extrêmement courts, soulève des problèmes qui sont extrêmement difficiles aujourd'hui. Et d'un autre part, quand on parle de sécurité, ben, tous ces systèmes intelligents sont des points de vulnérabilité du point de vue de la cybersécurité. Ces systèmes peuvent être attaqués. Une voiture attaquée peut se transformer dans une arme, on le sait bien. Et donc, on traite également des problèmes de cybersécurité liés à ces nouvelles infrastructures. Et donc, les défis les plus importants derrière ce qu'on regarde, c'est bien évidemment le sujet des latences que j'ai déjà évoqué, les sujets d'efficacité spectrale. On sait tous, ça a toujours été un point critique dans la conception des réseaux cellulaires. Aujourd'hui, on dispose d'une multitude de nouvelles technologies qui permettent d'aller au-delà dans cette efficacité spectrale. Mais après la disponibilité de la technologie, il faut concevoir les systèmes qui les intègrent. Et il faut pouvoir planifier et opérer ces réseaux. Et donc, François, ici présent, le professeur François Baccelli, a historiquement été moteur dans des solutions largement utilisées par les opérateurs aujourd'hui pour bien planifier et opérer ces réseaux. Et donc, nous sommes dans la continuité de ces travaux, mais maintenant dans un contexte plus large qui est évoqué dans les transparents précédents. Voilà, le potentiel, vous l'imaginez bien, je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce que j'aimerais bien qu'on ait quelques minutes pour des questions au moins. Donc, François Baccelli, le professeur François Baccelli que je viens de citer, sera ravi également de répondre à vos sollicitations sur ces divers aspects. Tout ce que nous faisons autour des réseaux 5G, leurs évolutions, la convergence avec les réseaux véhiculaires, et tout ce qui a trait, comme on l'a dit, à l'opération et planification intelligente de ces systèmes-là. Voilà, donc en termes de conclusion générale, nous vous avons évoqué ici quelques projets. Ils font partie d'un paquet beaucoup plus large que nous proposerons donc notamment dans les appels que j'ai cités tout à l'heure et dans le PEPR, ce programme et équipement pour la recherche, prioritaire de recherche, excusez-moi, je ne trouvais pas le mot prioritaire. Et donc, ça fait partie de ce qu'on vous présente ici d'un paquet beaucoup plus large. Le LINX est un laboratoire ouvert à des interactions extérieures, comme je le disais tout à l'heure. Donc, vous êtes plus que bienvenus à nous contacter pour échanger soit sur les sujets qu'on vous a présentés, soit sur des idées que vous pourriez apporter pour des éventuelles synergies. Et donc, merci pour avoir resté avec nous jusqu'à la fin. Et si vous avez des questions, nous serons ravis d'essayer d'y répondre. Merci pour cette présentation. On arrive à la fin de ce webinaire avec du retard. On en est désolé. Il y a des demandes sur la transmission de vos coordonnées qui ont été faites via le chat. Donc, je pense qu'il y aura certainement des prises de contact à la suite de ces présentations-là et on les assurera après l'événement. Donc, de manière générale, pour toutes vos demandes d'accompagnement sur des appels à projets qu'on vient de présenter ou sur d'autres appels à projets, n'hésitez pas à nous contacter sur les 2 adresses mail et vous avez les coordonnées de tous les intervenants sur le support de slide. Mais bien sûr, s'il y a d'autres questions sur les dispositifs qui ont été présentés, on est là pour y répondre. Et je vous propose de clôturer le webinaire et de revenir vers vous, Daniel Kaufmann et Maklouf, pour toutes les mises en relation. Merci beaucoup. Très bien. Merci.